Il y a des souvenirs qui ne s'effacent pas, même quand on voudrait les noyer dans l'oubli. Moi, je suis Jeanne Mercier, j'ai 75 ans et j'aurais aimé commencer ce récit autrement. Mais il y a une scène que je revois chaque matin quand j'ouvre les yeux. Un souvenir qui se niche dans la nuque, qui pince les reins et fait trembler les mains. C'était un dimanche après-midi, la lumière de Toulouse avait cette douceur dorée qui caresse les murs de briques. Le genre de lumière qui me faisait aimer cette ville chaque jour un peu plus, même à mon âge. J'étais assise dans le salon, mon tricot sur les genoux, un vieux pull commencé il y a bien trop longtemps pour Maël, mon petit-fils de 10 ans. Le cliquetis des aiguilles rythmait le silence. Et puis, il est arrivé. Mon fils, Thomas. Mon garçon que j'ai élevé seul après la mort de son père. Thomas qui, ce jour-là, n'avait plus ni le visage ni la voix du fils que je connaissais. Il est entré, les traits tirés, les yeux sombres comme un ciel d'orage. Et derrière lui, Élodie, sa femme, une moue de dédain accrochée aux lèvres, ses bras croisés, la silhouette figée comme une statue qu'on ne voudrait surtout pas déranger. Je n'ai pas compris. Il a levé la voix. Il a dit « Maman, il faut que tu comprennes, il est temps que tu partes. » Je suis restée muette. Je l'ai regardé, désemparée, tentant de saisir le pourquoi. Il a continué, sa voix tremblante mais dure. « Ce n'est plus chez toi ici. On ne peut plus vivre comme ça. » Je crois que j'ai souri bêtement, parce que c'était absurde, une plaisanterie mal placée. J'ai répondu doucement, pour ne pas froisser. « Ce n'est pas chez moi, mais… Enfin, c'est la maison de ton père et moi. » Alors, il s'est approché. Trop vite, trop près, et puis sa main a traversé l'air. Une gifle, violente, brusque, inattendue. J'ai vacillé. Le goût du sang a aussitôt envahi ma bouche, métallique, acide. Je ne me souviens pas être tombée. Mais je me suis retrouvée assise, là, sur le tapis du salon, les joues des larmes brûlantes et les oreilles sifflantes. Pas un cri, pas une excuse. Juste un silence, plus douloureux encore que la gifle. Élodie m'a regardée avec son petit sourire en coin. Et lui, mon fils, m'a lancé « Fais tes valises, je veux que tu sois parti ce soir. » Je n'ai pas répondu. Mon cœur battait si fort que je l'entendais cogner dans mes tempes. Le salon me paraissait soudain minuscule. Les photos sur les murs me dévisageaient. Mon mariage avec Paul, les anniversaires de Thomas Petit, les Noëls joyeux avec Maël et Léna. Des souvenirs figés, moqués par le présent. Je suis montée lentement à l'étage, chaque marche pesait comme à un siècle. Dans ma chambre, j'ai pris une vieille valise. Mes gestes étaient mécaniques. Une robe, un gilet, quelques sous-vêtements, un flacon de parfum à moitié vide que j'avais depuis des années. Quand je suis redescendue, ils avaient disparu dans la cuisine. Je suis partie sans qu'ils me raccompagnent, sans un regard. Je me suis retrouvée dehors, avec ma valise, sous la lumière chaude d'un dimanche à Toulouse. J'ai marché jusqu'à la première bouche de métro, mon cœur englué dans une brume douloureuse. C'est à l'hôtel du Canal, près de Jeanne d'Arc, que j'ai trouvé refuge. Une chambre modeste, un lit dur, une lampe bancale. Je m'y suis assise et j'ai pleuré. Pas comme une vieille femme abandonnée, non. J'ai pleuré comme une mère qu'on a tuée sans couteau. Je suis restée là, prostrée, des heures, peut-être. Et puis, dans le silence, une pensée terrible m'a traversée. Comment ai-je pu en arriver là? Qu'ai-je donc fait pour mériter ça? Mais je n'avais pas encore compris que la vraie question était ailleurs, et que la réponse viendrait, mais plus tard, bien plus tard. La nuit a été longue, de celles qui vous arrachent à la paix, même quand la fatigue vous écrase. Je me suis retournée encore et encore dans ce lit étroit, au matelas qui grinçait à chaque mouvement, comme pour souligner à chaque fois que je n'étais pas chez moi, chez moi. Mais où était-ce désormais? Au petit matin, le rideau défraîchi laissait passer une pâle lumière. J'ai observé le plafond jauni, les fissures qui dessinaient des nervures comme les rides sur mes mains.
Je me suis sentie vieille, inutile, encombrante. Il m'a frappée. Cette vérité me revenait en boucle comme une litanie. Il m'a frappée. Je pensais à mon mari, Paul, lui qui n'a jamais haussé la voix sur moi. Paul était un homme solide, d'une patience rare. Il tenait une quincaillerie à Toulouse, rue des Filatiers, et moi, juste en face, j'avais ma boutique de linge de maison. Nos commerces, c'était notre royaume. On n'y passait plus de temps qu'à la maison. On se retrouvait pour déjeuner dans une petite brasserie qui n'existe plus, remplacée par une enseigne criarde. Thomas était encore petit à cette époque. Léger, rieur, accroché à mes jupes quand je triais les torchons, les nappes et les rideaux brodés. Je me rappelle ses petites mains qui effleuraient les tissus avec curiosité. Paul disait toujours « Il sera un homme bon, il a déjà la douceur dans les doigts. » Quelle ironie! Où était passé cet enfant? À quel moment la douceur avait-elle laissé place à la rudesse? Je suis restée assise sur le bord du lit, les pieds tessés nus sur la moquette râpée. J'avais envie d'appeler quelqu'un. Mais qui? J'ai pensé à Huguette. Elle était mon amie depuis presque 50 ans. On s'était connus à la médiathèque municipale, à la section des biographies. Huguette avait ce franc-parler qui m'avait toujours impressionnée. Mais comment lui dire que mon propre fils m'avait jetée dehors comme une indésirable? La honte m'a noué la gorge. À la place, j'ai écrit sur un bout de papier trouvé dans la chambre. Il m'a frappé. 5 mots, secs, affreux. Je les ai relus, incrédule. Je les ai ensuite déchirés en petits morceaux que j'ai jetés à la poubelle. Je n'étais pas prête à affronter ce constat. Pourtant, au fond de moi, quelque chose avait bougé. Une petite voix, ténue, étouffée par des années de silence, murmurait. Ce n'est pas normal. Mais cette voix était vite recouverte par une autre, plus ancienne, plus sournoise. Tu l'as cherchée, Jeanne. Tu as toujours été trop présente, trop exigeante. Je suis sortie de l'hôtel. Toulouse s'éveillait doucement. La place Jeanne d'Arc s'emplissait des klaxons, des pas pressés, des vélos qui slalomaient entre les piétons. J'ai marché au hasard, les jambes lourdes, jusqu'au Capitole. J'aimais cet endroit. Les pierres rouges, les galeries à arcades, les cafés où jadis Paul et moi partagions un chocolat chaud les jours d'hiver. Je me suis assise à une terrasse. Le serveur m'a demandé ce que je voulais. J'ai commandé un café. Le premier depuis... Combien de temps déjà? Les gens autour riaient, parlaient vite, s'embrassaient. Je les regardais vivre. Moi, j'avais l'impression d'être morte. Et puis, il y avait cette vieille dame à la table d'à côté. Élégante, bien coiffée, un livre entre les mains. Elle avait mon âge ou un peu plus. Elle lisait avec concentration, comme si rien autour n'existait. Une envie soudaine m'a prise. Lui parler. Mais j'en ai été incapable. Ma voix était restée dans ma gorge, coincée avec la honte. Alors j'ai baissé la tête et j'ai laissé couler mes larmes, discrètement. Et dans ce café, au milieu du vacarme de la ville, j'ai compris que je n'avais plus de maison, plus de famille, plus de place. Mais une question s'est imposée à moi, lancinante, obsédante. « Et maintenant, Jeanne, que vas-tu faire ?» Je n'avais pas encore la réponse. Mais pour la première fois, je savais que je devais la chercher. Quelque chose en moi refusait de disparaître en silence. Ce jour-là, après le café, je me suis remise en marche. Sans but précis. Je crois que j'espérais que la ville me guide, que les pavés de Toulouse m'indiquent un chemin que je ne voyais plus. J'ai longé les quais de la Garonne, là où Paul et moi venions flâner quand le printemps renaissait. Le fleuve roulait ses eaux sombres, indifférent à mes drames, comme toujours. Le vent frisait l'eau et je me suis sentie petite, vieille, presque transparente. À quoi bon? Ma maison ne m'appartenait plus vraiment. J'avais fait cette bêtise quelques années auparavant. Une donation-partage avec usufruit. Thomas avait insisté, sous prétexte d'éviter les frais plus tard. Et moi, comme une idiote, j'avais signé. J'étais encore forte alors. Je ne me sentais pas fragile.
Mais je n'avais pas vu que c'était déjà une dépossession. Un geste d'amour, croyais-je. Une prison, en vérité. Je me suis assise sur un banc, et là, j'ai repensé à Paul. Il était mort depuis 12 ans, d'un cancer fulgurant. Il avait tenu jusqu'au bout, digne, stoïque. Quand il est parti, j'ai eu l'impression que la maison elle-même était devenue silencieuse, orpheline comme moi. Thomas avait été présent au début. Il venait dîner, il m'emmenait voir les enfants. Puis il a rencontré Élodie. Une femme droite comme une épée, toujours tirée à 4 épingles, mais dont les yeux vous détaillaient comme si vous étiez un meuble démodé. Et peu à peu, ils ont pris plus de place dans ma maison que moi. J'ai cédé la grande chambre pour eux, puis la cuisine a changé, la décoration aussi. Je me souviens d'un jour précis. J'avais proposé à Léna, ma petite fille, de préparer un gâteau avec moi. Elle avait 7 ans. Élodie était entrée et avait dit « Laisse-la, Jeanne, elle a d'autres choses à faire que traîner avec toi. » Et j'avais obéi, comme toujours. Par fatigue, par lâcheté peut-être. Ce jour-là, sur ce banc, j'ai senti monter une colère sourde. Pourquoi avais-je toujours laissé les autres me dire où était ma place? Pourquoi avais-je accepté de devenir un fantôme dans ma propre vie? Je suis restée là longtemps, le vent me glaçait les os. Et puis, un souvenir m'est revenu. Huguette. Elle était toujours là pour moi, même quand je ne donnais plus de nouvelles. Elle disait toujours « Ma Jeanne, si un jour tu as besoin, tu sais où sonner. » Alors je me suis levée, je suis allée jusqu'à une cabine publique. Il en reste encore quelques-unes, comme des vestiges d'un autre temps. Et j'ai composé son numéro. Elle a décroché aussitôt. « Jeanne, c'est toi? Ça fait des semaines. Je n'ai pas su parler tout de suite. » Et puis j'ai lâché. Il m'a frappée, Huguette. Il y a eu un silence, mais pas de gêne. Elle a simplement dit « Dis-moi où tu es. » J'arrive. Je lui ai donné l'adresse de l'hôtel. 1 heure plus tard, elle était là. Fidèle à elle-même, foulard coloré, regard vif et ce sac à main en cuir qu'elle traînait depuis 20 ans. Elle m'a prise dans ses bras. Je me suis effondrée. Nous avons passé l'après-midi à parler. Elle m'a grondé un peu. « Tu t'es laissé faire, Jeanne. Mais c'est fini maintenant. Tu vas relever la tête. On va régler ça. Tu m'entends ?» Je ne la croyais pas encore. Mais ces mots étaient comme des balises dans la nuit. Elle m'a parlé d'une notaire qu'elle connaissait. Maître Pujol, une femme redoutable paraît-il, mais juste. On va voir ce qu'on peut faire avec cette donation. T'es pas à la rue? Non, mais... Je me suis endormie ce soir-là avec une idée nouvelle, timide encore, mais présente. Je n'étais peut-être pas définitivement perdue. Et avant de fermer les yeux, je me suis promis une chose. Je retournerai voir Léna et Maëlle. Ils devaient savoir que leur grand-mère existait encore. Je n'étais pas encore prête à disparaître. Le lendemain, Huguette est revenue me chercher à l'hôtel du Canal. Elle avait ce ton de commandement qui ne souffre aucune objection. « Allez, Jeanne, habille-toi. On a rendez-vous chez Maître Pujol à 14 heures. » Je l'ai suivie, docile, un peu perdue encore, mais portée par sa détermination. Nous avons traversé la ville en tram, direction le quartier des Carmes. Toulouse, malgré tout, gardait son éclat. Les façades ocre, les platanes, qui bordaient les boulevards, l'air légèrement tiède même en automne. Mais moi, je marchais comme un fantôme, honteuse à l'idée de raconter ma déchéance à une étrangère. Nous sommes arrivés devant l'étude notariale, une vieille bâtisse discrète, avec une plaque de cuivre qui brillait à la porte. Maître Pujol, notaire associé. Maître Pujol, je m'attendais à une femme sévère, glaciale. Mais quand elle nous a reçus, j'ai été surprise par sa chaleur maîtrisée. Elle devait avoir la 50aine, une allure soignée mais pas ostentatoire, des cheveux poivre et celles coupées court et un regard perçant derrière des lunettes fines. Elle nous a écoutés en silence, sans m'interrompre. J'ai tout raconté. L'accord de donation, mon départ de la maison, la gifle, la valise, l'hôtel. Chaque mot me déchirait la bouche comme si je les extirpais avec des pincettes rouillées. Quand j'ai eu fini,
Elle a simplement dit « Vous avez toujours l'usufruit, Madame Mercier. Juridiquement, personne ne peut vous mettre à la porte. Votre fils est dans son tort. Vous êtes chez vous. » Chez moi. 2 mots qui me semblaient étrangers. Mais la donation, ai-je murmuré. La donation leur donne la nue propriété, pas l'usufruit. Cela signifie que tant que vous êtes vivante, vous avez le droit d'habiter cette maison ou d'en percevoir les loyers si vous la louez. Personne ne peut vous en déloger sans décision judiciaire. Et même là, il faudrait une raison grave. Je l'écoutais, abasourdi. J'avais signé ce papier les yeux fermés, croyant bien faire. Mais je n'avais jamais vraiment compris les implications. « Il est temps que vous fassiez valoir vos droits, Madame Mercier. Si vous le souhaitez, je peux envoyer un courrier à votre fils, une mise en demeure, et si cela ne suffit pas, nous irons plus loin. » J'ai baissé les yeux. J'avais honte de ce que cela sous-entendait. Attaquer mon propre fils. Mais Huguette a frappé du poing sur la table. « Jeanne, tu as trop laissé passer. Si tu ne fais rien, ils continueront. » Maître Pujol m'a regardé droit dans les yeux. Il ne s'agit pas seulement de récupérer une maison, il s'agit de dignité. La vôtre. Vous êtes prête ? Je n'ai pas répondu tout de suite. Mais quelque chose en moi s'est levé. Une sorte de fierté qu'on croyait éteinte. Oui, je suis prête. Elle a souri légèrement. Bien. On commence par le courrier. Et je vous recommande de ne pas retourner là-bas seul. S'ils veulent qu'un parler, ce sera avec moi. Nous sommes ressortis. Huguette était fière de moi. Elle me serrait le bras. « Tu vois, tu n'es pas finie, ma vieille. » Mais moi, j'étais silencieuse, parce qu'au fond, je ne savais pas encore où aller. Mon corps avait un toit à l'hôtel, mais mon cœur, lui, errait. Sur le chemin du retour, nous avons croisé la médiathèque José Cabani. Ce lieu m'avait tant de fois sauvée de la solitude. Sur un coup de tête, j'ai dit à Huguette « Je vais entrer un moment. J'ai besoin d'être entourée de livres. » Elle m'a regardée avec tendresse. « Vas-y. » Jeanne, c'est un bon début. J'ai poussé la porte vitrée. L'odeur familière des pages, ce calme feutré. Tout cela m'a enveloppée comme une couverture chaude. J'ai marché jusqu'au rayon des biographies, mon refuge préféré. Et là, en ouvrant un livre, j'ai lu cette phrase en exergue. On ne vieillit pas tant que l'on décide encore de se battre pour soi. Je ne sais pas pourquoi, mais ces mots m'ont fait du bien. J'ai compris que je n'avais pas seulement besoin de récupérer ma maison. J'avais besoin de me retrouver. Et pour la première fois depuis des jours, j'ai respiré profondément. Je n'étais pas morte. J'étais juste en veille. Il était temps d'ouvrir les yeux. Je suis restée à la médiathèque plus de 2 heures ce jour-là, assise dans un fauteuil au cuir fatigué, au 4e étage, face aux grandes baies vitrées qui offraient une vue dégagée sur les toits de Toulouse. Le ciel était gris, mais lumineux, comme souvent ici, et les silhouettes des passants en contrebas m'apparaissaient minuscules, affairées, vivantes. J'avais pris un carnet et un stylo, et je me suis mise à écrire, maladroitement d'abord, puis avec une urgence que je ne me connaissais plus. Pas pour raconter ma honte, non, mais pour tenter de me rappeler qui j'étais avant que l'effacement ne commence. Je me suis revue dans ma boutique de linge de maison, rue des Filatiers, au milieu des nappes, des draps brodés, des serviettes épaisses. J'adorais toucher les tissus, expliquer aux clientes la différence entre le lin et le coton égyptien. Paul passait me voir entre midi et 2, souvent avec un petit sandwich ou une pâtisserie. Il déposait un baiser sur ma joue en riant. « Ma reine des torchons, comment va la soie aujourd'hui ?» Ce n'était pas une vie grandiose, mais c'était la mienne. Et j'en étais fière. Nous n'avions pas fait fortune, mais notre petite réussite, c'était notre cocon. Et puis, il y avait Thomas. Un enfant sensible, curieux, aimant. Quand il a eu son bac, Paul était si fier. Il répétait à qui voulait l'entendre « Mon fils fera des études, lui, pas question qu'il reste dans une boutique toute sa vie. »
c'est ce qu'il a fait. Des études longues, brillantes. Il avait quitté Toulouse pour Montpellier, puis était revenu, marié à Élodie. Et peu à peu, il était devenu un autre homme. Je repensais à tout cela. Les images affluaient. Où avais-je échoué? À quel moment avais-je cessé d'être la mère, la femme, la commerçante, pour devenir une ombre qui gêne? En refermant mon carnet, je me suis dit que je ne devais pas seulement me battre pour une maison, mais pour ma mémoire, pour ne pas disparaître des récits, des souvenirs. Je suis sortie de la médiathèque avec cette conviction. Le lendemain, maître Pujol m'a appelé. Le courrier était parti. Elle m'expliqua que Thomas avait légalement 5 jours pour répondre avant qu'elle n'entame une procédure plus contraignante. Cette perspective me glaçait. Mais je sentais aussi une fierté discrète. Je ne me laissais plus faire. Je passais mes journées à la médiathèque et le soir, Huguette venait me retrouver à l'hôtel. Un soir, elle est arrivée avec une boîte de pâtisserie. « En fait, ton courage, Jeanne. Ce n'est que le début, mais tu avances. » Nous avons mangé ces douceurs comme des adolescentes complices. Elle m'a ensuite tendu une enveloppe. « J'ai croisé ta voisine de toujours, Madeleine. Elle est inquiète pour toi. Elle m'a demandé de te remettre ceci. » Dans l'enveloppe, une lettre. Une vraie lettre manuscrite. « Ma chère Jeanne, la maison est bien triste sans vous. Léna et Maëlle m'ont demandé où vous étiez. Ils ne comprennent pas pourquoi vous êtes partie. Ils disent que la maison est silencieuse sans leur mamie. Venez me voir quand vous voudrez. Madeleine. » Léna et Maëlle, mon cœur s'est serré. J'avais laissé mes petits-enfants sans explication. Le lendemain, poussée par ce besoin irrépressible, je suis allée chez Madeleine. Elle a habité la maison voisine de la mienne depuis toujours. Elle m'a accueillie les bras ouverts, les yeux humides. « Jeanne, que s'est-il passé, bon sang ?» J'ai tout raconté. Elle a écouté sans m'interrompre, me tenant la main. Puis elle m'a dit doucement. « Tu sais, Maël est passé hier. Il a demandé pourquoi tu ne venais plus les voir. Il t'aime, Jeanne. Tu n'es pas invisible pour lui. » Ces mots m'ont bouleversée. Peut-être n'étais-je pas totalement effacée. Peut-être subsistait-il des regards qui savaient encore me voir. En repartant, j'ai croisé Maël, justement, qui rentrait de l'école avec son cartable trop lourd pour ses épaules frêles. Il m'a aperçue, a laissé tomber son sac et s'est jeté dans mes bras. « Mamie, t'es revenue? Pourquoi t'es partie ?» J'ai retenu mes larmes, serrant ce petit corps contre moi. Je n'ai pas su quoi lui répondre. Mais à cet instant, je me suis promis une chose. Je ne partirai plus sans me faire entendre. Il était temps que ma voix existe à nouveau. Pour moi, pour eux. Je suis rentrée à l'hôtel ce soir-là, avec l'odeur de Maël encore sur mes vêtements, cette odeur de crayon à papier, de craie et de chocolat. C'était étrange, comme un rappel que la vie continuait malgré moi, que je n'étais pas une spectatrice condamnée à observer derrière une vitre. Je n'ai presque pas dormi. J'avais la gorge serrée par l'émotion et aussi par une pensée qui ne me quittait plus. Je ne pouvais pas abandonner mes petits-enfants. Pas seulement eux, d'ailleurs. Moi-même. Au petit matin, j'ai appelé maître Pujol. Sa voix posée m'a tout de suite apaisée. « J'attendais votre appel, madame Mercier. Votre fils m'a répondu. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Et... qu'a-t-il dit ? Il nie vous avoir frappé, mais il admet avoir exigé votre départ temporaire pour, selon lui, rétablir un climat serein à la maison. Il évoque un conflit familial, des malentendus, mais refuse de reconnaître l'expulsion. » Je sentais la colère monter. Le mensonge. Comme toujours, il enjolivait la réalité à son avantage. Il ment, évidemment. Ai-je craché? Je m'en doute bien, mais ce déni, croyez-moi, ne tiendra pas longtemps. Je lui ai rappelé les termes juridiques de votre usufruit. S'il persiste à vous refuser l'accès à la maison, nous engagerons une procédure devant le tribunal. Ces mots m'effrayaient. Tribunal. Procédure.
Je n'avais jamais été de celles qui réclament déclament justice à coups de paperasse et d'avocats. Mais avais-je encore le choix? Maître Pujol m'a conseillé la prudence. Il va peut-être revenir vers vous pour négocier. Ne cédez à rien sans que je sois présente. Je suis là pour vous défendre. J'ai raccroché, le cœur en tumulte. Dans la foulée, j'ai appelé Huguette pour tout lui raconter. Elle, fidèle à elle-même, a réagi en claquant la langue. Bien sûr qu'il ment, cet hypocrite. Mais ça ne fait rien, Jeanne. Tu es dans ton droit. Et tu sais quoi? Viens passer quelques jours chez moi. Ce n'est pas un hôtel, au moins. Et Madeleine pourra venir te voir. J'ai accepté. Il me fallait autre chose que ces 4 murs tristes de l'hôtel. Huguette habitait un petit appartement en bordure de Saint-Cyprien, pas loin de la prairie des Filtres. Chez elle, c'était un capharnaüm joyeux. Des bibelots de voyage, des livres partout, des photos de jeunesse. Je m'y suis sentie accueillie, presque apaisée. Le soir, après le dîner, elle a posé devant moi une boîte remplie de photos. « Tiens, fouille là-dedans, ça te fera du bien. » J'ai retrouvé des clichés jaunis de Paul et moi, à la plage de Palavas-les-Flots, des photos de Thomas enfant, fier sur son vélo rouge. Et puis, des photos plus récentes. Moi avec Maëlle et Léna, en train de lire une histoire dans le jardin. Je les ai regardées longtemps. Et puis je me suis entendue dire « J'ai été une bonne mère, tu crois ?» Huguette m'a répondu sans hésiter. « Jeanne, tu as été une mère formidable, mais tu t'es trop tue. On croit que l'amour suffit, mais parfois il faut aussi poser des limites. C'est ce que tu fais maintenant. » Il était temps. Je n'avais jamais pensé à cela. Poser des limites. Moi qui avais toujours cédé, espérant acheter la paix à coups de silence. Ces photos, ce regard neuf que je posais sur ma propre vie, tout cela réveillait une énergie en moi, une envie de réparation. Le lendemain, je suis allée seule à la médiathèque. J'avais besoin de me retrouver dans cet espace où le bruit du monde était filtré par les pages. Je me suis installée avec un livre de droit simplifié, emprunté au rayon vie pratique. Je voulais comprendre les mots que Maître Pujol utilisait. Je voulais maîtriser ce qui allait se jouer pour moi. J'ai aussi commencé à écrire dans mon carnet, chaque jour, des bribes de souvenirs, mais aussi mes ressentis, mes colères, mes espoirs. Et ce jour-là, au détour d'une page, j'ai écrit une phrase sans y réfléchir. Je ne suis pas finie. Je me suis relue, le cœur battant. Non, je ne l'étais pas. Et une idée a germé. Si Thomas refusait de me voir, alors peut-être pourrais-je écrire à Léna. Elle savait lire, elle aimait les lettres, elle aimait les histoires. Une lettre pour ma petite fille, pour lui dire que je ne les avais pas abandonnées. Le soir même, j'ai commencé à écrire. Ma chère Léna, tu dois te demander pourquoi mamie n'est plus là. Je vais tout te raconter, car tu as le droit de savoir la vérité. Les mots venaient tout seuls. Je n'étais plus silencieuse. Et dans cette lettre, je n'écrivais pas seulement à Léna, je m'écrivais à moi-même. J'ai pris mon temps pour écrire cette lettre à Léna. Chaque mot comptait. Je ne voulais ni l'accabler, ni salir l'image de son père. Ce père qui était aussi mon fils, malgré tout. Mais je voulais qu'elle sache que je n'étais pas partie sans raison, que je n'étais pas coupable. Je lui ai raconté des souvenirs. Comment elle adorait que je lui coiffe les cheveux dans le jardin, l'été, pendant que Maëlle s'inventait des mondes avec des bouts de bois transformés en épées. Comment elle m'avait demandé un jour pourquoi les grands-mères avaient les mains ridées et que je lui avais répondu « parce qu'elles ont tellement caressé la vie qu'elle a laissé son empreinte ». Je voulais qu'elle se souvienne de ça, de la tendresse et de la présence. Et je lui ai écrit simplement « Je n'ai pas fui, Léna. On m'a fait partir. Et même si je ne suis plus là, je pense à vous chaque jour. Vous êtes dans mon cœur, et ça, personne ne peut me le retirer. » Quand j'ai glissé la lettre dans l'enveloppe, j'ai hésité. Devais-je vraiment l'envoyer? Et si Thomas la lui confisquait? Et si Élodie lui interdisait de me répondre? Mais une force nouvelle en moi refusait ces craintes. Je suis allée à la poste.
et je l'ai envoyée. En revenant chez Huguette, je me sentais légère, comme si un poids s'était un peu décollé de ma poitrine. Elle m'a accueillie avec un café brûlant et un sourire moqueur. Alors, la vieille Jeanne devient une combattante ? Je riais à peine, mais elle avait raison. J'étais en marche. Quelques jours plus tard, alors que je feuilletais un roman à la médiathèque, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. J'ai décroché, méfiante. « Mamie ? » C'est moi, Léna. Sa petite voix timide m'a transpercée. J'avais du mal à croire que c'était elle. « Ma chérie, j'ai reçu ta lettre. Je voulais te dire que tu me manques. Beaucoup. Maël aussi. Il dit que la maison est triste sans toi. » Je sentais mes larmes monter, mais je les retenais. Je voulais être forte, digne, là, même par téléphone. Vous me manquez aussi, mes amours. Pourquoi papa t'a fait partir ? Il dit que tu voulais plus rester. Le mensonge encore. Je suis restée prudente. C'est compliqué, Léna, mais je te promets que je ne suis pas partie parce que je ne vous aimais pas. Je vous aime plus que tout. Elle a soupiré. Moi, je t'aime aussi, mamie. Tu viendras me voir ? Bien sûr, dès que je pourrai, et je te réécrirai, d'accord ? Elle a promis de garder le secret de notre appel. Cela me brisait le cœur de devoir conspirer avec mes propres petits-enfants, mais c'était déjà une victoire. Je n'étais pas totalement absente de leur monde. Après cet appel, je suis restée longtemps sur ce fauteuil de la médiathèque, le téléphone encore serré dans ma main tremblante. Je sentais en moi quelque chose de nouveau, une sorte d'orgueil. Je n'avais plus peur de parler. Le lendemain, j'ai retrouvé Maître Pujol à son cabinet. Elle m'a annoncé que Thomas avait proposé une médiation. C'est leur façon d'éviter une procédure. Il veut vous rencontrer, mais avec un médiateur neutre. J'ai hésité. L'idée de le revoir me pétrifiait. Mais je ne pouvais pas reculer. D'accord, j'accepte. Mais vous serez là avec moi. Elle a acquiescé, satisfaite. Très bien. Et je vous préviens, pas de compromis au rabais. Vous avez vos droits. En sortant de l'étude, j'ai marché longtemps le long de la Garonne. Je pensais à Paul. Que dirait-il s'il me voyait ainsi, à la veille d'affronter notre propre fils ? Peut-être qu'il serait triste, mais j'aime à croire qu'il serait fier aussi. Quand le soleil a commencé à décliner, j'ai senti dans ma poitrine quelque chose que je n'avais plus ressenti depuis longtemps, une forme de joie discrète mais réelle. Je n'étais plus invisible, je n'étais plus seule, et surtout, j'étais prête à regarder Thomas dans les yeux et à lui rappeler que je n'étais pas qu'une vieille femme encombrante. J'étais sa mère. Et je n'avais pas dit mon dernier mot. La date de la médiation fut fixée 1 semaine plus tard, dans un petit cabinet de conciliateur près de la place Saint-Georges. Les jours qui ont précédé cette rencontre furent étranges, comme suspendus. J'alternais entre une détermination féroce et une peur sourde qui me réveillait parfois au milieu de la nuit, le cœur battant. Huguette veillait sur moi comme une mère poule. Elle me répétait « Tu as le droit d'être en colère, Jeanne, mais surtout, ne le laisse pas voir que tu as peur. C'est lui qui doit trembler, pas toi. » Je la trouvais sévère, mais elle avait raison. Je devais me présenter droite, digne, debout dans mes convictions. La veille du rendez-vous, je suis retournée à la médiathèque. J'y avais désormais mon fauteuil préféré, près d'une grande fenêtre. J'ai lu quelques pages sans vraiment me concentrer. C'est alors que Madeleine, ma vieille voisine, est apparue, un sac de course à gonce à la main. Je savais que je te trouverais ici. Elle s'est assise à côté de moi et m'a tendu un sachet. Des violettes de Toulouse, pour te porter bonheur. Je les ai prises, émue. C'était une petite attention, mais dans ce moment, cela valait un trésor. Madeleine me parlait de ses souvenirs, de son jardin, des années passées à nous voir chaque jour par la fenêtre, comme un miroir familier. Tu sais, Jeanne, toi et moi, on a toujours été des piliers de notre quartier. Si tu t'écroules, c'est un pan entier de la rue qui s'effondre. Alors tiens bon. Ces mots, sa confiance, ces violettes,
Cela m'a réchauffé le cœur. Le lendemain, j'ai enfilé une robe que je n'avais pas portée depuis longtemps, bleu marine, sobre, mais élégante. Un fil de perles au cou, un coup de peigne décidé. Je voulais que mon apparence dise ce que mes mots auraient peut-être du mal à exprimer. Je suis toujours là. Maître Pujol m'attendait devant la salle. Elle m'a souri, rassurante. « Vous êtes parfaite, Madame Mercier. Il ne vous reste plus qu'à être vous-même. » Nous sommes entrés. Thomas était là, déjà installé, accompagné de son avocat. Il s'est levé en me voyant entrer. Je ne saurais dire si c'était par politesse ou par culpabilité. Il avait le visage tiré, l'air fatigué. Ses cheveux grisonnaient aux tempes, et je me suis surprise à penser « il a vieilli lui aussi ». Mais je n'ai pas faibli. Je l'ai regardé sans baisser les yeux. Le médiateur, un homme d'une 60aine d'années à la voix douce, a ouvert la séance en rappelant les faits. Mon droit légal à l'usufruit, le conflit familial, l'expulsion que Thomas contestait. Il a ensuite demandé à Thomas de s'exprimer. Mon fils a alors pris la parole. Sa voix tremblait légèrement. « Maman, je ne voulais pas en arriver là, mais la situation était devenue invivable. Élodie ne supportait plus certaines de tes remarques. Et moi, j'étais pris entre vous deux. J'ai senti la colère monter, mais Maître Pujol m'a touché légèrement le bras, un signe pour que je garde mon calme. » Thomas continuait. « J'ai peut-être mal agi, mais je voulais juste de la paix à la maison. Pas un drame. » Puis ce fut à moi. J'ai respiré profondément. J'ai posé les mains à plat sur la table et je l'ai regardé droit dans les yeux. « Tu m'as frappé, Thomas, et tu m'as humilié. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Mais au-delà du geste, c'est ton silence qui me tue depuis des années. Tu as laissé Élodie me dénigrer, tu m'as effacé petit à petit, jusqu'à ce que je devienne une gêne. Moi qui t'ai porté, nourri, élevé seul après la mort de ton père. » Il a baissé les yeux. « Mais je ne voulais pas qu'il échappe à ma voix. J'ai tout sacrifié pour toi, mon commerce, mes économies, ma maison. Et aujourd'hui, je suis où ? À l'hôtel, chez une amie, obligée de réclamer mon droit d'exister. Tu trouves ça normal ?» Le médiateur hochait la tête, attentif. Maître Pujol, elle, souriait discrètement, fière de me voir si droite, si claire. Thomas balbutiait. « Maman, je suis désolée, mais je ne savais plus comment gérer tout ça. Tu n'as pas cherché à comprendre. Tu n'as pas cherché à écouter. Tu as obéi à ta femme. » Un silence lourd est tombé. Puis Maître Pujol a pris la parole, implacable. « Madame Mercier veut retrouver sa place dans son domicile ou percevoir un loyer équivalent. C'est non négociable. Sinon, nous saisirons le tribunal. » Thomas a blêmi. Il savait que la justice ne lui donnerait pas raison. Le médiateur a conclu la séance en nous donnant quelques jours pour réfléchir à une solution amiable. Quand nous sommes sortis, Maître Pujol m'a félicité. « Vous avez été magistrale, Madame Mercier. » Je ne savais pas si j'étais fière ou triste. J'avais parlé, oui, mais ce fils que j'aimais tant, je l'avais vu reculer sous mes mots comme s'ils étaient des coups. Mais dans la rue, sous le ciel pâle de Toulouse, j'ai marché plus droite, parce que pour la première fois depuis des années, j'avais été entendue. En rentrant chez Huguette ce soir-là, je me sentais vidée, comme si chaque mot prononcé face à Thomas avait puisé dans mes réserves les plus profondes. Pourtant, sous cette fatigue, une braise restait vive, celle de la fierté. J'avais tenu tête. J'avais osé dire ce que j'avais toujours retenu. Huguette m'attendait avec une soupe fumante, le genre de bouillon réconfortant qui vous répare mieux qu'un discours. Je lui ai tout raconté, chaque détail, chaque silence aussi. Elle m'écoutait en hochant la tête, comme si elle cochait une à une les étapes de ma reconquête. « Tu vois, tu n'es pas une victime, Jeanne. Plus maintenant. » Elle avait raison, et pourtant, une tristesse me rongeait encore. La médiation n'avait pas tout réglé. Thomas était reparti, le regard fuyant, les excuses à peine murmurées. Il n'avait pas dit qu'il regrettait vraiment. Il n'avait pas demandé comment je vivais, où je dormais.
Son absence d'humanité me poignardait plus que sa gifle. Quelques jours plus tard, maître Pujol m'a appelé. Thomas propose une solution amiable. Vous versez un loyer mensuel si vous acceptez de ne pas réintégrer la maison. Je suis restée silencieuse au téléphone. Elle a ajouté, prudente, c'est légalement acceptable. Mais la décision vous revient. Je devais choisir. Revenir dans cette maison pleine de souvenirs dégradés, où Élodie me dévisagerait comme une intruse, ou bien accepter ce loyer et tourner la page. Je suis allée marcher au jardin des plantes pour réfléchir. Le parc était paisible, les feuilles déjà rousses formaient un tapis doux sous mes pas. Les cris des enfants, les canards sur le bassin, tout semblait dire « la vie continue ». Jeanne. Assise sur un banc, j'ai repensé à Paul. Lui, il aurait voulu que je reste forte, mais pas au prix de ma paix intérieure. Et surtout, il aurait voulu que je vive, pas que je m'accroche à des murs remplis d'amertume. Et puis, il y avait cette lettre que j'avais reçue. Une lettre de Léna. Oui, elle m'avait répondu. Une petite enveloppe à mon nom, écrite de sa main enfantine. « Mamie, je veux que tu reviennes. Mais si tu peux pas, moi je viendrai te voir. Promis. Je t'aime, Maëlle aussi. » Ces mots simples m'avaient transpercé d'amour. Je n'avais plus besoin d'une maison pour exister. Ce lien avec eux, voilà ce qui comptait. Alors j'ai pris ma décision. Le soir même, j'ai appelé maître Pujol. « Dites à mon fils que j'accepte le loyer. Mais dites-lui aussi que je ne veux plus jamais remettre un pied dans cette maison. Ce n'est plus chez moi. Je préfère me reconstruire ailleurs. » Elle a approuvé. « Vous avez raison, Madame Mercier. On va formaliser cela proprement. Vous serez protégée. » En raccrochant, j'ai senti une libération immense. J'avais renoncé à cette maison, oui, mais c'était mon choix. Et cela changeait tout. Huguette, en apprenant ma décision, a esquissé un sourire tendre. « Tu fais bien, Jeanne. L'important maintenant, c'est de penser à toi, de bâtir autre chose. » Et pour la première fois, je me suis surprise à penser à un avenir différent. Un appartement à moi. Une fenêtre qui donne sur la ville que j'aime. Un lieu où mes petits-enfants pourraient venir me voir, loin des tensions. Un lieu à mon image, simple, lumineux, libre. J'ai passé la soirée à feuilleter les annonces immobilières avec Huguette qui commentait chaque photo, chaque quartier. Là, regarde, pas loin du Pont-Neuf, et celui-là, proche de la médiathèque, tu serais comme une reine là-bas. Je riais doucement. Je n'avais pas ri ainsi depuis longtemps. Je n'étais pas encore installée, je n'avais pas encore choisi, mais une certitude était née. Je n'étais plus une vieille femme délogée. J'étais une femme en route vers une nouvelle vie. Et rien, plus rien ne m'arrêterait désormais. Les jours suivants furent étrangement légers. Je n'avais pas encore de toit à moi, mais cette décision prise, celle de ne pas retourner dans cette maison où chaque pièce m'aurait rappelé l'humiliation, avait libéré quelque chose en moi. Je passais mes matinées à la médiathèque, mes après-midi à arpenter les rues de Toulouse, le nez levé, attentive au quartier qui pourrait devenir mon refuge. Chaque façade, chaque fenêtre était une promesse. Saint-Cyprien, le Buscat, les Carmes, Toulouse vibrait encore en moi malgré les blessures. Un après-midi, Huguette m'a proposé de visiter un appartement. C'est la fille de mon ancienne voisine qui s'en va vivre à Bordeaux. Un T2 lumineux, avec un balcon qui donne sur les toits roses. Viens voir, Jeanne. J'ai accepté, sans trop y croire. Je m'étais tellement habituée à n'être plus chez moi nulle part. Mais quand je suis entrée, quelque chose s'est passé. La lumière entrait à flot, les murs blancs attendaient qu'on y accroche des souvenirs. Il y avait une cuisine minuscule, mais fonctionnelle, et surtout un balcon où j'imaginais déjà un pot de basilic, quelques géraniums. « Alors ?» a demandé Huguette. Je suis restée un instant silencieuse avant de répondre. « Oui, ici, je pourrais recommencer. » Le soir même, j'ai confirmé mon choix. Et grâce à l'aide de maître Pujol, le loyer de la maison servirait à financer celui de mon nouveau chez moi.
Je n'avais pas grand-chose à emporter, si ce n'est mes quelques valises, des livres, un fauteuil auquel je tenais et mon carnet, ce carnet où chaque page était devenue une balise de mon réveil. Lorsque j'ai reçu les clés, j'ai pleuré. Pas de tristesse, non, des larmes de conquête, comme si, à 75 ans, j'avais conquis mon premier royaume. Maëlle et Léna sont venues voir mon appartement un samedi. Madeleine les avait accompagnés, discrètement, comme une ambassadrice de paix. Quand ils sont entrés, Maëlle s'est exclamée « C'est beau, mamie, et tu as même un balcon !» Léna, elle, a marché lentement jusqu'à la bibliothèque où j'avais déjà rangé quelques romans. Elle a tiré un livre et m'a demandé « Tu me liras encore des histoires ici, comme avant ?» J'ai senti mon cœur fondre. « Bien sûr, mon trésor. Ici ou ailleurs, je vous lirai toujours des histoires. » Ils ont exploré l'appartement, riant, commentant, imaginant où mettre un tapis ou poser des coussins. Leur joie remplissait chaque recoin vide, comme si leur présence bénissait les lieux. Quand Madeleine les a ramenés chez eux, elle m'a prise à part. Ils t'aiment, Jeanne. Peu importe ce que leur père dira ou fera, ce lien-là, il ne pourra jamais le briser. Je le savais maintenant. J'avais peut-être perdu un fils, mais je n'avais pas perdu l'essentiel, l'amour sincère et spontané de mes petits-enfants. Le soir, seule dans mon appartement, j'ai ouvert la fenêtre. Le ciel de Toulouse était lavé d'un bleu profond, piqué de quelques étoiles timides. J'ai respiré l'air frais, les yeux fermés. Je n'étais plus une femme délogée. Je n'étais plus une mère repoussée. J'étais Jeanne Mercier, 75 ans, un balcon à Toulouse, un avenir à bâtir. Et alors que je refermais la fenêtre, une pensée m'a traversée. Je venais de renaître. Il y avait quelque chose d'inédit dans ce nouvel appartement. Peut-être était-ce la blancheur encore intacte des murs, ou bien la lumière qui venait s'inviter à toute heure par la grande baie vitrée. Chaque matin, je me réveillais avec l'impression que la journée m'appartenait enfin. J'avais gardé quelques rituels de mon ancienne vie, le café serré à la première heure, la lecture du journal local, et surtout, mon carnet où j'écrivais chaque matin mes pensées, mes souvenirs. Il était devenu une extension de moi, comme une main discrète qui me tenait la nuque pour que je ne baisse plus la tête. Je continuais à fréquenter la médiathèque, mais cette fois, je ne cherchais plus à m'y cacher. J'y allais pour découvrir, apprendre, même à mon âge. Un jour, j'ai assisté à une conférence sur les droits des seniors. La salle était remplie de cheveux blancs et de regards fatigués, mais tous écoutaient avec la même avidité. Le conférencier a dit une phrase qui m'a frappée. « Être vieux, ce n'est pas être fini, c'est être riche de tout ce qui reste à vivre. » Ces mots, je les ai inscrits dans mon carnet en lettres majuscules. Ils sont devenus ma devise silencieuse. Huguette, elle, continuait à veiller sur moi, à sa manière. Elle m'avait offert une plante verte pour mon balcon, un ficus qu'elle avait nommé Gérard, parce qu'il a besoin d'attention, mais qu'il est robuste. Comme toi, Jeanne, tu es notre Gérard de chair et d'os. Je riais de ces comparaisons saugrenues, mais cela me faisait du bien. Un après-midi, alors que je feuilletais un album à la médiathèque, je suis tombée sur une photographie ancienne de Toulouse datant des années 60. Je me suis revue, jeune, traversant la place du Capitole au bras de Paul, insouciante et fière. Une nostalgie douce m'a saisie, mais aussi une certitude. La jeune femme que j'étais n'était pas morte. Elle était là, cachée sous mes rides, dans mes gestes encore alertes, dans mon désir de ne pas me laisser enterrer vivante. C'est à ce moment-là que j'ai décidé quelque chose. Je voulais transmettre cette force, cette renaissance, pas seulement à Léna et Maëlle, mais à d'autres femmes comme moi, que la vieillesse ou la famille avaient rendues invisibles. Je suis allée voir la responsable de la médiathèque et je lui ai proposé une idée un peu folle. Organiser un atelier d'écriture pour seniors. Un espace où nous pourrions raconter nos vies, nos blessures, nos renaissances. Elle m'a regardée, surprise, puis son visage s'est éclairé. « C'est une idée magnifique, Madame Mercier.
Nous avons une salle disponible le jeudi après-midi. Vous accepteriez de l'animer? Je n'étais pas certaine d'en être capable, mais j'ai dit oui. Le jeudi suivant, elles étaient 5 à s'installer autour de la table. Des femmes, surtout, quelques hommes, tous au regard frileux, mais plein de choses à dire. Je leur ai parlé de mon histoire, en partie, sans trop de détails, mais juste assez pour leur faire comprendre que nous avions tous en nous une bataille secrète. Et alors, les stylos se sont mis à courir sur les papiers. Des mains tremblantes, mais décidées, des silences habités, des regards qui cherchaient l'approbation, la complicité. Je regardais ces visages et je me sentais utile, vivante. En rentrant ce soir-là, le carnet posé sur la table, j'ai écrit un capital. Je ne suis pas seule. Je suis un maillon d'une chaîne de femmes et d'hommes qui refusent de s'effacer. C'était plus qu'une pensée, c'était une certitude. Je n'avais peut-être pas reconquis la maison de mon passé, mais j'avais construit une citadelle dans mon présent. Et chaque jeudi, dans cette salle lumineuse de la médiathèque, une petite armée silencieuse reprenait possession de sa voix. Je n'étais plus seulement Jeanne Mercier, expulsée par son fils. J'étais Jeanne Mercier, celle qui rallume les lumières. Les semaines ont passé, et chaque jeudi, notre petit cercle à la médiathèque grandissait. Des visages nouveaux apparaissaient, certains timides, d'autres avides de raconter. Et moi, chaque fois, je retrouvais une joie que je croyais disparue, celle de transmettre. Il y avait Claudine qui racontait son enfance dans les rues de Toulouse avant que les voitures n'envahissent tout. Il y avait aussi Étienne, un vieux monsieur qui avait été cheminot et qui noircissait des pages entières de souvenirs de ses voyages en train. Et puis Colette, une femme discrète, qui un jour osa enfin parler de son veuvage et de la solitude terrible des repas silencieux. En les écoutant, je comprenais mieux encore que l'invisibilité, ce n'était pas seulement moi. C'était le lot de toute une génération que l'on regarde à peine dans les bus, que l'on écarte dans les files d'attente, à qui l'on parle fort comme s'ils n'entendaient plus rien du monde. Mais autour de cette table, chaque jeudi, nous devenions à nouveau des voix, des présences, et cela me portait. Un jeudi, alors que l'atelier venait de se terminer, Léna et Maëlle sont venues me rejoindre. Madeleine les avait accompagnées jusqu'à la médiathèque et les voir là, entre les rayonnages de livres, m'a donné l'impression que deux mondes que je croyais séparés s'entremêlaient enfin. Léna m'a tendu une petite boîte. C'est un cadeau qu'on a fait avec Maëlle. J'ai ouvert, curieuse. À l'intérieur, un petit carnet, décoré de dessins maladroits, mais plein de tendresse. Sur la première page, écrit en grosses lettres, « Le carnet de mamie pour ses histoires ». Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Léna a souri, fière de son idée. « Comme ça, tu pourras écrire ici toutes les histoires que tu nous raconteras. » J'ai serré ce carnet contre moi comme un talisman. Ce geste, cette attention, me confirmait que je n'étais pas qu'un vestige du passé dans leurs yeux. J'étais encore leur grand-mère, leur refuge, leur conteuse. De retour chez moi, ce carnet posé sur la table, je me suis assise face à la fenêtre. La lumière déclinait sur les toits roses de Toulouse. On entendait au loin les cloches d'une église, quelques voix d'enfants qui jouaient dans une cour. Je repensais à Paul. Il m'aurait taquiné. « Jeanne, te voilà chef d'orchestre des souvenirs. » Je lui aurais répondu que oui, mais que ce n'était pas seulement les souvenirs. C'était la vie encore, la transmission. Et je pensais aussi à Thomas. Je ne savais pas si un jour il comprendrait. S'il verrait la violence de son geste, la cruauté de son silence après la gifle. Je ne savais même pas si je voulais vraiment qu'il revienne vers moi. Mais je savais une chose. Je n'avais plus besoin de son pardon pour avancer. J'avais reconstruit autre chose ailleurs. J'avais retrouvé une place, une fonction, une voie. J'ai ouvert le carnet offert par Léna et Maëlle et j'ai écrit en première page. Ce carnet est celui d'une femme qui refuse de s'éteindre. Il contient des histoires, mais aussi des promesses. Celle de vivre encore, pleinement. Et alors que la nuit tombait doucement,
Je me suis promis que ce carnet ne resterait jamais vide. Parce que moi, Jeanne Mercier, je n'étais plus vide. Je débordais de vie. Le printemps s'annonçait sur Toulouse. Le soleil rallongeait ses visites, les terrasses reprenaient vie et les premières fleurs apparaissaient même sur mon balcon. Gérard, mon ficus, semblait lui aussi plus vigoureux, comme si cette lumière retrouvée lui faisait du bien, à lui aussi. J'avais enfin pris mes marques dans mon nouvel appartement. J'y avais accroché quelques cadres, une photo de Paul, une vieille carte de Toulouse et un dessin que Maëlle m'avait offert. Un portrait de moi, avec des cheveux violets, des lunettes rondes et un sourire immense. Une version de moi que je ne reconnaissais pas, mais qui me plaisait. Il me rappelait ce que Maëlle m'avait dit en me le donnant. C'est mamie super-héroïne. Ces mots me faisaient encore sourire chaque matin. L'atelier d'écriture, lui, avait pris de l'ampleur. Nous étions maintenant une douzaine, et la médiathèque avait même accepté que nos récits soient exposés une fois par trimestre. Le jour où cette décision fut annoncée, j'ai vu dans les yeux de Colette, la veuve si discrète, une lueur d'orgueil et de joie que rien n'avait plus réveillée chez elle depuis des années. Un jeudi, à la fin de l'atelier, alors que je rangeais les stylos et les carnets, une femme s'est approchée. Je ne l'avais jamais vue. Petite, menue, les cheveux gris soigneusement coiffés. « Excusez-moi, Madame Mercier ?» Je l'ai invitée à s'asseoir. Elle a hésité, puis a murmuré. « Je suis venue parce que j'ai entendu parler de vous. Ma voisine m'a dit que vous aidiez les gens à écrire leur histoire. Moi, je n'ai rien d'intéressant à raconter, mais je me sens tellement seule. » Elle s'appelait Solange, et son regard disait tout ce que ses mots n'osaient pas encore exprimer. La solitude, l'effacement, la peur de n'être plus qu'un meuble que l'on contourne. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Il n'existe aucune vie sans histoire. On commence ensemble, jeudi prochain ? Elle a hoché la tête, émue. Et en la voyant s'éloigner, j'ai ressenti quelque chose de profond. Une forme de responsabilité. Ce n'était plus seulement mon combat. C'était celui de tous ceux et celles qu'on voulait rendre silencieux. Ce soir-là, chez moi, j'ai repris mon carnet et j'ai commencé à noter des idées pour un recueil. Un livre, peut-être. Un jour. Qui raconterait ces vies discrètes mais denses, ces voix qu'on n'écoute pas. Je ne savais pas si je parviendrais à le publier, mais peu importait. L'important, c'était de créer. Quelques jours plus tard, alors que je prenais un café sur la place Saint-Georges, mon téléphone a vibré. Un numéro que je ne connaissais pas. Je décroche. Une voix masculine, hésitante. « Maman ?» C'est Thomas. Je suis restée un instant muette, surprise par cette intrusion inattendue. « Qu'est-ce que tu veux ?» ai-je fini par demander, ma voix plus ferme que je ne le pensais. Je voulais savoir si tu allais bien. Un silence entre nous. Puis il a repris. Je sais que je t'ai fait du mal. Je ne sais pas comment réparer. J'ai fermé les yeux un instant. Avant, j'aurais pleuré. Avant, j'aurais répondu dans l'instant par un pardon maladroit. Mais là, je savais que j'avais changé. Je vais bien, Thomas. J'ai un chez moi, des amis et mes petits-enfants. C'est l'essentiel. Il semblait pris de court. Il ne s'attendait pas à cette solidité. Est-ce que je pourrais venir te voir ? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je regardais le ciel bleu, les volets rouges, les passants heureux. Puis j'ai simplement dit « Un jour peut-être, mais pas maintenant. J'ai encore des choses à construire avant. » Il est resté silencieux, puis il a soufflé. « D'accord, maman, je comprends. » Et il a raccroché. Je suis restée là, le téléphone encore à l'oreille, mais étrangement sereine. J'avais toujours rêvé d'un signe de lui, et maintenant qu'il était venu, je savais que je n'en étais plus dépendante. Je n'étais plus une mère qui attend. J'étais une femme qui avance. Et ce jour-là, en rentrant chez moi, le cœur léger, j'ai commencé la première phrase de mon recueil. Voici les voix de ceux qu'on croyait éteints, mais qui brûlent encore.
Les mots s'étaient remis à couler sous ma plume comme un ruisseau libéré de la glace. Chaque soir, dans mon salon modeste mais lumineux, j'écrivais un peu. Mon carnet ne suffisait plus. J'avais acheté un cahier à spirale, large, où j'y inscrivais tout ce que je voulais raconter, sans contrainte, sans censure. C'était étrange de me retrouver ainsi, à presque 76 ans, construisant ce qui ressemblait à un livre. Je n'avais jamais imaginé cela pour moi. Toute ma vie, j'avais compté, rangé, organisé, mais jamais créé. Paul aurait ri en me voyant ainsi, penché sur mon cahier, les lunettes au bout du nez, concentrée comme une écolière appliquée. Huguette, fidèle complice, venait parfois me lire à haute voix. « Jeanne, c'est beau ce que tu écris. Tu vas le publier, hein ?»« Peut-être. Mais même si ça reste dans mes tiroirs, ce n'est pas grave. Je fais ça pour moi. » Elle hocha la tête, satisfaite. « C'est ça, l'important. Que ce soit à toi, enfin. » Un soir de printemps, alors que j'étais plongée dans mon écriture, le téléphone a sonné. Cette fois, c'était Léna. « Mamie, est-ce que je peux venir te voir avec Maëlle ce week-end ? On aimerait passer un peu de temps avec toi. » J'ai aussitôt accepté. La simple idée de les recevoir chez moi me remplissait d'une joie enfantine. Le samedi, ils sont arrivés, accompagnés de Madeleine qui les avait escortés depuis la maison de Thomas. Quand ils sont entrés, j'ai vu leurs yeux pétiller. Maëlle a couru jusqu'au balcon. « Mamie, t'as planté des fleurs ?» « Oui, regarde. Ça, c'est du basilic, ça, c'est un géranium, et là-bas, c'est Gérard. » « Gérard ? C'est mon ficus. Il a un nom, comme tout le monde ici. » Ils ont ri, et moi avec eux. Je leur avais préparé un gâteau au yaourt, comme autrefois. Nous avons pris le goûter tous ensemble, et Léna m'a demandé. « Mamie, est-ce que tu es triste parfois d'être toute seule ?» Je l'ai regardée avec tendresse. « Oui, parfois. Mais tu sais, être seule, ce n'est pas toujours être triste. Je suis chez moi, et je fais ce que j'aime. Et puis, vous êtes là, vous deux, et ça, c'est mon bonheur. » Elle m'a pris la main, Maëlle aussi. Ce geste silencieux me bouleversa. Nous avons passé l'après-midi à jouer aux cartes, à raconter des histoires. Quand ils sont repartis, ils m'ont promis de revenir très vite. Ce soir-là, en rangeant les tasses, une chose s'est imposée à moi. Je n'étais pas seule. Je ne l'étais plus. Je n'avais peut-être plus de fils, pas vraiment, mais j'avais mes petits-enfants, Huguette, Madeleine, les femmes et les hommes de l'atelier d'écriture. Et puis j'avais moi-même. Et ça, je ne l'avais jamais eu ainsi auparavant. Je suis sortie sur mon balcon. La nuit était douce, la ville apaisée. Je me suis adressée à Paul en murmurant « Tu vois, mon amour, je ne suis pas restée à terre. Je me suis relevée. Je t'imagine là-haut, à rire de me voir enfin têtue. » Et au fond de moi, je savais que la Jeanne de 20 ans n'était pas tout à fait morte. Elle avait juste attendu que je lui tende la main. Dans mon carnet, j'ai écrit cette dernière phrase avant d'aller me coucher. Il n'est jamais trop tard pour renaître, même à 76 ans. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi sans rêve, mais le cœur plein. Aujourd'hui, j'ai 76 ans et je suis chez moi. Pas seulement dans mon appartement lumineux au-dessus des toits de Toulouse, mais en moi-même. Chez moi, enfin, après des années à me demander où était ma place. Les jeudis à la médiathèque sont devenus un rituel sacré. Notre groupe d'écriture ne cesse de grandir, et parfois des jeunes s'y glissent, curieux de ces voix pleines de rides et de récits. Ils viennent chercher un peu de cette mémoire qui, sinon, s'effacerait comme de la craie sur un trottoir après la pluie. Solange, la petite femme timide du début, a finalement écrit un texte magnifique sur ses années de couturière. Elle en a lu un extrait lors de notre première exposition publique. Sa voix tremblait, mais chaque mot était une victoire. Quand elle a fini, nous avons tous applaudi et je l'ai vue essuyer une larme, discrète mais fière. Léna et Maëlle viennent presque chaque mois. Ils savent déjà où se trouve la boîte à jeux, où sont les biscuits, et ils mettent à arroser les plantes du balcon.
Gérard, le ficus, est devenu leur mascotte. Un jour, Léna m'a regardée en plein après-midi alors que je lui ai raconté l'histoire d'une jeune fille qui apprenait à voler avec ses propres ailes. Elle m'a coupée, soudain sérieuse. Mais mamie, c'est toi la jeune fille. Tu voles maintenant. Je suis restée bouche bée. Les enfants ont cette lucidité qui perce les armures. Elle avait raison. J'avais appris à voler. Avec mes forces, mes faiblesses, mes peurs encore, mais je n'étais plus à terre. Quant à Thomas, il n'a pas rappelé. Peut-être qu'il le fera un jour, ou peut-être pas. Je ne l'attends plus, je ne lui en veux même plus vraiment. Il restera une part de moi, mais pas celle qui me définit désormais. Je me suis réconciliée avec mon passé et surtout avec celle que je suis devenue. Parfois, le matin, j'ouvre ma fenêtre, je regarde Toulouse qui s'étire sous le ciel rose, et je me dis que j'ai encore du temps. Du temps pour écrire, pour rire, pour transmettre. Et si la solitude m'effleure parfois, elle ne me saisit plus comme avant. Parce que je suis habitée par tout ce que j'ai traversé, par les gens que j'ai rencontrés, par mes petits-enfants qui grandissent avec mes histoires dans leur mémoire. Il m'arrive de parler à Paul à voix haute, le soir, quand la ville s'apaise. Je lui raconte mes journées, mes projets. Je lui dis « Tu vois, Paul, je n'ai pas fini d'exister. Je suis encore là. » Et dans ces moments-là, j'ai l'impression qu'il m'écoute, que son sourire bienveillant éclaire encore un coin de mon cœur. J'ai refermé mon carnet aujourd'hui avec une dernière phrase que je veux garder comme un viatique. Il n'y a pas d'âge pour se réinventer. Il suffit juste d'oser recommencer. Et moi, Jeanne Mercier, de Toulouse, 76 ans, j'ai osé.